Bonjour à tous et bienvenue à ce 19e Marketing Reboot. Alors, sujet passionnant, les 62 ans des 4 P, l'âge de la raison ou l'âge de la retraite, sujet d'actualité s'il en est. On va passer un podcast ensemble à parler de ces fameux 4 P. Tous les gens qui ont fait du marketing en ont entendu parler et même sûrement certains qui n'en font pas. Pour en discuter, Grégoire, est avec nous aujourd'hui. Grégoire, Bonjour Isolis, bonjour à tous. on va commencer déjà par s'intéresser finalement, à l'histoire du marketing mix. 62 ans, c'est pas rien, hein. Il s'intègre ce marketing mix dans une évolution où on est passé de l'ère de la production, hein, jusqu'à 1929, à l'ère de la vente, de 29 à 60, puis à l'ère du marketing, hein, sujet normalement qui intéresse les gens qui écoutent ce podcast. Alors, en 60, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une intensification de la concurrence qui pose la question de l'orientation du marché et c'est là qu'apparaissent, on va le voir dans un article, les 4 P du marketing mix et puis on va voir que depuis cette date-là, évidemment, il y a eu énormément d'évolutions avec les programmes de fidélisation, la vision de la brand equity et bien entendu le marketing relationnel et puis bien sûr, et enfin, vers 2004, le retour dans le marketing, la création du customer equity. Donc, ces 4 P, ils sont vraiment précurseurs dans cette évolution et on va voir qu'ils ont évolué aussi, dans leur vision, avec ces évolutions de la théorie, marketing. Alors, la naissance des 4 P, on va y revenir. D'abord, les 4 P, ils sont, basés sur des fondements micro, économiques, hein, c'est ce que nous rappelle, en 94, Grundros, hein, dans son article dans le Journal of Marketing Management. Hem, il y a, dès 33, dès 1933 pardon, une forte influence de la théorie de la concurrence monopolistique, hein, notamment un article très connu de Chamberlain et bien que pour Chamberlain, le prix soit la variable principale, dès cette date-là, il reconnaît l'importance sur la demande de l'impact du produit, de la localisation et de la communication. On commence dès 33 à finalement à voir apparaître ces dimensions-là. Et dès les années 50, avec Mickwitz en 66, on a ce qu'on appelle la parameters theory qui vient étudier les interactions entre les variables marketing des 4 P et leur élasticité sur la demande en fonction du cycle de vie du produit. Donc on voit bien toute une évolution, qui, nous amène, sur ces, 4 P. Alors finalement, Greg, le marketing mix, c'est un précurseur des 4 P. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, bien sûr, les 4 P, comme tu le disais à l'instant, c'est 1960, on va le voir. Un certain John McCarthy, hein, qui a conceptualisé les 4 P du marketing mix, mais le précurseur, en effet, c'est bien ce concept de marketing mix. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le marketing mix, ce n'est pas McCarthy, mais Neil Borden, en 1953, qui pour la première fois utilise ce terme-là, marketing mix. Il devient en 1953 président de l'AMA, c'est l'Association américaine du marketing. Et dans son discours de présidence de l'AMA, il va commencer à présenter ce concept de marketing mix. Et il va s'inspirer pour ça d'un autre prof à Harvard, James Cullington, qui décrit les dirigeants d'entreprise comme des personnes qui vont et qui doivent combiner différents ingrédients, cette idée de mix ou de mixeur. Alors, Borden nous dit, ben, un dirigeant de marketing, de plus en plus, son quotidien va être fait d'un mélange d'éléments utiles à la conquête d'un marché donné. Donc, on est bien dans la fin des marchés monopolistiques, comme tu le disais à l'instant, en effet. Et il va ben, lister 12 ingrédients à la disposition des marketeurs pour concourir sur des marchés concurrentiels. Parmi ces 12 ingrédients, on retrouve en effet les prémices des 4 P qui arrivent 7 ans plus tard, la politique produit, la tarification, les canaux de distribution par exemple. Mais il cite aussi évidemment le packaging, la présentation, les éléments de service qui constituent l'offre par exemple de produits de grande consommation. On peut citer la publicité ou la force de vente par exemple. Donc on a 12 ingrédients en 1953 qui constituent finalement la boîte à outils du marketeur et qui sont les prémices de ce qu'on voit apparaître 7 ans plus tard, donc en effet 1960.
les 4 P. Et ça, c'est John McCarthy, hein, qui a soutenu une thèse de doctorat en 1958 à Chicago, à l'université du Michigan, et qui 2 ans plus tard publie un ouvrage qui est devenu très important, Basic Marketing, a Managerial Approach. Donc une idée vraiment très orientée sur le marketing en tant que pratique, hein, quels sont les leviers d'action et de conception de stratégie. Donc il va prendre les 12 ingrédients qui sont issus de ce fameux concept de marketing mix pour le synthétiser en 4 grandes dimensions, 4 grandes composantes en fait, hein, de cette boîte à outils. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme les 4 P. Donc on a évidemment le product, hein, c'est le premier P, c'est la politique de produit qui va consister à définir ou alors à concevoir une offre de biens ou de services. Le deuxième P, c'est le P de price, évidemment, la politique de tarification, hein, dont parlait Borden quelques années plus tôt. Donc ça, c'est des méthodes et des techniques qui vont permettre de fixer le montant à facturer à un client en échange de ce bien ou en échange de ce service. Le troisième P, c'est le P de placement en anglais. Donc c'est toute la stratégie de distribution, apporter le bon produit au bon endroit en quantité suffisante, hein, pour éviter les ruptures de stock et avec les services nécessaires à leur vente, à l'entretien, par exemple, des services de garantie, d'assurance ou de services après-vente. Et le dernier P, c'est le P de promotion, qu'on a traduit en français par les actions de communication. Donc en fait, ce sont toutes les activités qui vont relayer la proposition de valeur, les bénéfices pour le client. Ça va évidemment inclure la publicité, mais ça va aussi inclure les relations publiques, la stratégie d'influence, les ventes directes et bien sûr, ce qu'on va découvrir quelques années après, toutes les techniques de promotion des ventes. Donc là, on retrouve bien le terme de promotion, mais qui en français est un univers un petit peu différent à travers des techniques qui sont beaucoup plus connatives, donc qui vont inciter le consommateur à des décisions d'achat plus court-termistes. Voilà les 4 P qui, en effet, ont 62 ans cette année. Tout à fait, merci, Grégoire. Alors, on l'a dit, hein, les 4 P, ils s'englobent, on va dire, dans un paradigme marketing qui est celui du marketing mix. Alors, on ne peut pas faire de reboot sans parler des grandes figures, hein, de la théorie académique. Alors, pour ce qui est du marketing mix, on en a 3 principales. La première, c'est Christian Grounros, vous le savez, on l'aime énormément, notre chercheur venu du Nord, hem, qui nous dit que, les 4 P, doivent être, remplacés mais c'est pas pour ça que, ils sont pas intéressants en tant que, variable marketing, hein. Par exemple, bien sûr, la publicité, le prix, le produit, on en aura toujours besoin, mais avec, d'autres, accompagnés d'autres choses et donc que le marketing a besoin, hein, finalement de nouvelles approches, de nouveaux paradigmes, qui sont, plus orientés, vers le consommateur et que le consommateur soit, finalement le point central. Parce qu'on voit bien que dans les 4 P, le consommateur n'est pas là du tout, hein. C'est bien centré, sur, le produit, ses attributs. Donc le marketing mix évolue. Alors une autre grande figure, hein, du marketing mix, Philippe Kotler, bien sûr. Hem, pour lui, hein, les 4 P, ça représente, une vision, de la vente, en fait, dans les outils marketing, qui sont à la disposition, des professionnels du marketing pour, inciter finalement, les acheteurs à acheter, hein. Donc, pour lui, c'est un pan, une dimension du marketing, mais uniquement, la dimension, vente et enfin, Efthymios, hein, Constantinides, qui rappelle qu'il y a toujours un débat, hein, finalement, autour du marketing mix comme, un outil de marketing, de management du marketing et finalement, qui est, basé au départ plus sur des dimensions, théoriques, plutôt, finalement, qu'empiriques et il considère que c'est dû par à un manque finalement de recherche, qui soit solide, hein, et de données solides, sur, comment, est utilisé ce mix, finalement, par
gens qui font du marketing et j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que soit vous étudiez, soit vous faites du marketing dans votre vie quotidienne, qui s'intéressent finalement au programme, marketing et que donc, ce manque de données, sur les effets, précis sur les 4 P, sur les succès, ou les échecs des actions marketing et bien, finalement, nécessite qu'on évolue, autour de ces, 4 P, voilà donc on a, des figures du marketing mix qui, quand même, remettent en cause, hein, cette théorie qui pourtant est, connue de tous. C'est les 4 P, hein, ils sont, souvent critiqués finalement, hein, et beaucoup de gens, estiment qu'ils doivent être, réinventés. Alors, pourquoi, Grégoire, on critique finalement ces 4 P qui sont bien pratiques, hein, quand on fait du marketing? Alors on les critique en fait depuis, assez longtemps. C'est une histoire qui a démarré dans les années 1980, les premières critiques des 4P, donc une vingtaine d'années après, leur apparition. On observe dans la littérature les premières critiques de ce modèle. Alors pas tellement sur le marketing mix, lui-même, mais plutôt sur ses composantes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de publications sur la politique de prix, sur le marketing produit, sur, le retail, hein, la distribution par exemple, mais pas tellement sur le marketing mix lui-même. Alors en 81, tu citais cette date isoliste comme une date importante en marketing. C'est en effet le début des programmes de fidélisation modernes, hein. 81, c'est le 1er programme de fidélisation dans le secteur aérien, American Airlines, hein, aux États-Unis. On a aussi, en recherche des premières critiques qui datent de ces années-là. La première critique est liée au fait que le 4e P, hein, des 4 P de McCarthy, qui est le P de la promotion, englobe, en fait beaucoup de choses, et sûrement des choses qui sont de nature un peu trop différentes pour en faire un levier d'action unique. Dans le P de promotion, il y a en effet de la publicité, hein, dans la définition de McCarthy. Mais il y a aussi de la communication et il y a aussi de la promotion au sens où on l'entend dans la langue française, donc promotion des ventes. Alors que la publicité, elle va plutôt viser à créer de la notoriété de marque ou à susciter l'envie, hein, d'utiliser un produit ou un service. La promotion des ventes, elle, elle va viser à déclencher ou à accélérer une décision d'achat. Donc on est dans des logiques qui sont très différentes, soit de construction de marque ou de construction d'ensemble de considérations chez le consommateur, soit dans des techniques qui sont en fait des techniques d'influence assez court-termistes, comme je le disais tout à l'heure, sur des décisions d'achat. Donc on voit bien que cette idée des 4 P, c'est quelque chose qui est assez stratégique au départ et pas toujours suffisant pour déclencher un achat chez un consommateur. En d'autres termes, les premières critiques consistent à dire une entreprise pourrait avoir une politique de prix très claire, une politique de distribution très claire, et pourtant avoir très peu d'acheteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en effet, les 4 P sous-estiment sûrement un peu la dimension, décisionnelle quoi, de la promotion des ventes. Et on pourrait avoir de la promotion des ventes, sur le produit, mais aussi de la promotion des ventes sur le prix, de la promotion liée à la distribution. Donc en fait, la promotion est quelque chose de transverse dans les 4 P de McCarthy et ça, c'est un article de 1988, hein, de Watershoot et Vogt, hein, qui nous disent, la promotion le mix de promotion qui concerne le produit, c'est ce qu'on voit émerger dans la, les packs promotionnels, par exemple 3 pour le prix de 2, des deals qui sont de court terme, donc qui ont une date de début et une date de fin. Ah oui, mais alors du coup, la promotion en termes de prix, ça ressemble à quoi? Ça peut être des ventes privées, par exemple, hein, ou ce genre de choses. Alors, on a aussi de la promotion dans le secteur de la distribution avoir, des périodes où on peut doubler, des points sur une carte de fidélisation, par exemple. Donc en fait, la promotion va s'inscrire de manière très transverse dans, ces 4 P de McCarthy et bousculer un peu, cette dimension qui avait tendance à cloisonner la promotion et qui pourtant est transverse et absolument nécessaire pour déclencher, l'achat. Ça, c'est la première des critiques qu'on voit émerger assez fortement, c'est de ne pas sous-estimer l'aspect promotionnel dans les 4 dimensions des 4 P. La deuxième grande critique qu'on voit émerger, toujours dans les années 80,
Hem, Arrive en effet de l'école, nordique, hein, qui est vraiment portée par, Christian Grundros, hein, d'ailleurs. L'école nordique, c'est l'école du marketing des services. Donc face à la servicisation croissante de l'économie, il y a un certain nombre de chercheurs qui vont, conceptualiser un marketing mix, élargi, augmenté d'une certaine manière, en passant de ce modèle des 4 P de McCarthy au modèle, qu'on a, sûrement, tous étudié en cours, qui est le modèle des 7 P. Alors dans le marketing des services, il y a 3 P en effet supplémentaires, hein. Ça, c'est un article qui reprend ça en détail de 2015 de Kuchawa en particulier, qui nous dit que au delà du prix du produit, de la distribution et des actions de communication, bah, on a un P supplémentaire qui est le P en anglais de people. People pour l'humain, le personnel. Dans une économie de service, ben, en effet, les clients, les employés, la direction et toutes les parties prenantes, hein, globalement, ont une dimension qui est essentielle dans la perception de la qualité d'un service, mais aussi dans la réputation de la marque. Donc la marque n'est plus uniquement entre les mains des marketeurs, mais aussi entre la main des clients, entre la main des différentes parties prenantes. Ça, c'est le 5e P, hein, celui de people. Ensuite, on a le 6e P qui est celui de physical evidence. Alors ça, ce sont les aspects tangibles d'un service. On pourrait se dire qu'un service, au fond, c'est intangible. Et pourtant, quand on consomme un service, par exemple dans le secteur aérien, on va avoir des expériences de service très différentes d'une compagnie à l'autre et en fonction, par exemple, de la gamme tarifaire de son billet. Alors, travailler les aspects tangibles d'une prestation de service, l'environnement dans lequel un prestataire va éventuellement co-construire avec un client en service est une composante qui est essentielle. Et puis le 7e et dernier P, c'est le P de process, hein. Après la preuve physique, on a le processus. Quels sont les systèmes, les flux d'activité par lesquels ce service va être fourni? Alors ça fait référence évidemment, à toutes les procédures de prestation de services et aux techniques. C'est donc crucial pour savoir si les services ont de la valeur pour les clients et s'ils sont fournis à temps, si les clients sont informés, s'il y a un défaut de service, par exemple. Bref, quels sont les processus de back-office qui permettent que, d'un point de vue consommateur, tout ça soit agréable à vivre, finalement. On va rester, hein, dans le Nord parce que le Nord a beaucoup, beaucoup critiqué les 4 P, hein, ces pauvres 4 P proches de la retraite là, ça fait quand même maintenant déjà quelques années, qui, sont pas mal critiqués. Alors, mmh, finalement ils reprochent quoi? Grundros, hein, encore en 94, il dit: «Mais les 4 P, ils sont très centrés sur l'entreprise, finalement, hein, dans les 4 P, le consommateur, il est passif, il n'a pas de relation avec le vendeur». Hem, le marketeur et le marketing en général, il est géré par un service marketing isolé du client et du reste de l'entreprise qui perd l'intérêt pour le client finalement, qui ne met plus le client au cœur du système, au cœur du moteur et donc Grundros dit qu'on doit passer d'un paradigme transactionnel au cœur des 4 P à un paradigme relationnel et finalement on voit que les caractéristiques et tu parlais des services à l'instant, ça a tout de suite, hein, souligné les limites des 4 P. Finalement, les interactions entre entreprises, si on parle du B2B, elles sont basées sur des relations durables, d'interdépendance qui supposent des bénéfices mutuels. Et puis le service, c'est pas un produit comme les autres, il est intangible, inséparable, périssable et sa qualité varie, hein. Il repose, sur une partie qui est l'humain, on l'a vu, hein, dans les 7 P, que tu viens de présenter et le personnel en contact qui finalement co-construit le service avec le client. Et puis, on a un autre effet qui est la mondialisation des échanges, hein, une plus grande concurrence et l'arrivée à maturité également de marché. Donc on voit bien qu'on a un passage d'un paradigme transactionnel vers un paradigme relationnel et la rétention où les 4 P deviennent des paramètres finalement qui permettent de créer ces relations, ces réseaux et favoriser l'interaction, qui ne sont plus, en soi, des éléments, enlevés de leur contexte. Donc, heu, qu'est-ce qu'il en est de ce changement de paradigme, hein, quand on passe du marketing transactionnel au marketing, relationnel? Alors, si on regarde, ce que dit, toujours, Christian Grundros, hein, il dit les 4 P, le marketing mix, ils sont restés le paradigme principal pendant des dizaines d'années,
On a besoin d'une nouvelle approche. Les gens qui font du marketing ont besoin d'une nouvelle approche, qui, crée et manage des relations, hein, finalement et donc on a besoin, quand on fait du marketing, de shifter d'un focus produit à un focus service, un focus client, de shifter d'une vision des revenus, c'est-à-dire d'une série de transactions, hein, à une vision, qui soit, la valeur des relations, hein, avec, le temps qui augmente le revenu, donc avoir une vision longitudinale, de nos revenus et puis, de passer de, «Combien je vends?» à «Mes clients sont-ils rentables?» c'est-à-dire une vision, de la valeur client, qui soit, bien sûr, beaucoup plus, longitudinale, que ne peut, apporter, une vision, des 4P qui reste, finalement une série, de, transactions. Alors, finalement, on peut se dire que, on a, les 4 C du marketing client, hein, alors ça, c'est un article de 90, hein, de Lauterborn qui dit, bah, il y a les 4 P, il y a les 7 P centrés sur l'entreprise, il y a les il faut qu'il y ait 4 C qui partent du client. Donc c'est bien la vision client, passons d'une vision produit à une vision client. Alors que nous dit, cet auteur? Il nous dit, les 4 C c'est quoi? C'est les consumer wants and needs donc que veut notre client? Partir du client plutôt que de ce que peut fabriquer l'entreprise, hein, passer d'une vision, produit à une vision, client. Le deuxième C, c'est, le cost to satisfy that wants and needs. Donc finalement la valeur. Quels sont les bénéfices? Quels sont mes coûts? Et du coup, quel est mon prix? Mais c'est bien, une vision de la valeur et du prix en partant, du consommateur. Le troisième C, c'est convenience. Il faut faciliter l'achat. On dirait il faut des parcours seamless aujourd'hui, hein. On en a parlé d'ailleurs dans d'autres reboots. Les consommateurs, ont besoin de facilité, de praticité, dans, la distribution, des produits et puis le dernier C, c'est la communication. Toute publicité qui vise à créer un dialogue finalement, hein, un passage de la vision de la promotion à quelque chose qui soit un dialogue interactif, avec, le client. Donc, on voit bien, ces critiques autour, des 4 P et la théorie marketing, hein, qui pousse vers une valeur client et vers, ces 4 C, qu'on vient de regarder. Alors au-delà de cette évolution, on a en plus le digital, hein, qui vient percuter toute cette théorie marketing et cette pratique marketing, hein, bien entendu, vous le vivez, nous le vivons au quotidien. Alors, comment le digital, révolutionne finalement, ces 4 P? C'est une question, importante. Alors, en 2006, hein, on a nos 4 P qui vraiment rentrent dans le 21e siècle avec 3 bouleversements qui viennent, les remettre, en question, hein, et on a un article, hein, en 2006, on en parlait de Constantinides qui dit, «Le marketing mix revisité, le rentrons dans le 21e siècle du marketing». Alors, les 3 bouleversements, c'est quoi? Le premier, c'est l'essor du web qui est un média interactif, global, instantané, super transparent et qui donc permet, l'empowerment des clients, en rendant, plus finalement compliqué le maintien d'avantages compétitifs, hein, notamment on va penser au prix. Donc les 4 P sont transformés, par le digital de manière très profonde. Ensuite, la montée en puissance des retailers, la consolidation dans le secteur, la mondialisation, les MDD bien sûr, hein, qui, sont très puissants, qui ont transformé le paysage. Donc l'assortiment, l'expérience au magasin, ça devient des éléments cruciaux, et ça, dès 95, hein, Bokema et ses coauteurs et puis en 97, Mullern, nous expliquaient, cette montée, en puissance, bien sûr, qui viennent bouleverser les 4 P. Et puis, bien entendu, dès 2000, hein, avec Capone et Hulbert et puis Lewis et Bridger, un consommateur-acteur. Donc finalement, l'influence de la famille comme groupe de référence, a diminué. Il est plus exigeant, individualiste, plus indépendant, mieux informé et plus critique et là encore, il vient finalement bouger,
assez violemment, la vision que les marketeurs, peuvent avoir, des 4 P. Alors, on a passé parlé des 4 C, hein, du marketing client et vous savez que les chercheurs en marketing sont d'une grande créativité. Alors là, on a, des auteurs qui nous parlent des 4 S du e-commerce, hein. Oui, tout à fait. Alors c'est justement le même Constantinides, hein, que tu citais à l'instant, hein, Isolis, qui, après le digital, s'est intéressé à l'essor du e-commerce en se disant, les 4 P qui étaient le paradigme dominant, OK, ça a fonctionné pendant pas mal d'années. Beaucoup d'entreprises développent de manière, assez drastique le e-commerce. Est-ce qu'on se dirige dans un monde où les entreprises vont avoir à gérer finalement 2 marketing mix en parallèle? 2 4P, un pour le monde, offline et un pour le e-commerce. Alors il nous dit: «C'est évidemment pas souhaitable d'avoir 2 marketing mix et surtout ingérable, en fait, hein». Donc 2 politiques de prix, 2 politiques de distribution et donc c'est le premier qui, va en effet, nous parler des 4 S du e-commerce en se posant la question de comment est-ce que le e-commerce va s'intégrer, pour des, enseignes brick and mortar, par exemple, qui s'implantent en ligne. Comment le e-commerce va s'intégrer au marketing mix qui est déjà existant? Alors les 4 S, c'est quoi? Bah, c'est un plan d'action, en fait, qui est, à la fois stratégique et opérationnel, qui vise à mettre en place, un site e-commerce en B2C et qui, invite les marketeurs à s'interroger sur 4 dimensions, ces 4 S. Alors le premier S, c'est le S de scope. Quels sont les objectifs et la complémentarité d'un site e-commerce avec les activités offline? Donc, on va se poser la question de comment est-ce que le e-commerce va s'intégrer à une roadmap commerciale, une roadmap client qui est déjà existante. Le deuxième S, c'est le S de site pour website, évidemment. Quelle est l'expérience client voulue et puis vécue? C'est l'essor de l'UX, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX, pour concevoir des expériences de navigation qui soient cohérentes avec des expériences qu'un consommateur peut vivre sur d'autres canaux. Le troisième S des 4 S du e-commerce, c'est la synergie. Donc les challenges de compétences et de silos en interne. Comment est-ce que le e-commerce va s'intégrer à la fois en termes de front office, mais aussi de back office, avec par exemple des systèmes d'information qui peuvent parfois être différents. Et puis le quatrième et dernier S, c'est le S de système, en effet, pour les technologies et puis toutes les spécificités techniques. Comment est-ce qu'on va intégrer les enjeux, les problématiques qui sont liées au digital. Donc ça, c'est un modèle qui a été inventé d'abord pour des enseignes purement offline, hein, les brick and mortar qui voulaient s'implanter en ligne en créant un site e-commerce, mais qui est également précieux pour des pure players qui souhaitent analyser leur présence en ligne. Et donc, par extension, aujourd'hui, c'est un modèle qu'on peut encore utiliser pour des acteurs qui souhaitent développer une offre en D2C, par exemple, en direct to consumer. Comment est-ce que ces 4 S, finalement, viennent s'imbriquer avec un marketing mix qui est préexistant souvent. Et puis, on a plus récemment, sur les impacts du digital sur le marketing mix, un article, hein, coécrit par Roland Rust, hein, qu'on cite fréquemment, puisque c'est aussi une figure importante, hein, de la recherche en marketing des services. C'est un article de 2021, vous voyez, très récent, Journal of the Academy of Marketing Science, qui s'intéresse aux impacts de l'IA, de l'intelligence artificielle sur le marketing mix, hein, donc sur les 4 P, hein, les 4 grandes dimensions qu'on évoquait tout à l'heure et qui nous dit qu'en effet, ben, ce modèle des 4P est mis à mal par le machine learning et par le recours croissant à l'IA. Sur les 4 dimensions, on voit qu'en effet, sur la dimension produit, de plus en plus, le produit devient une composante mineure d'un service qui est beaucoup plus large, hein. On peut citer, comme le fait Roland Rust, des innovations produits comme les réfrigérateurs connectés. Et il nous dit, ben, Samsung mise beaucoup plus aujourd'hui sur le service que le frigo nous permet d'avoir plutôt que sur le produit lui-même. Donc le frigo, on va lui donner de la valeur quand il va nous aider à réduire le gaspillage alimentaire, à avoir des listes de courses personnalisées, bref, à nous faire gagner du temps ou parfois à nous surprendre dans le bon sens du terme. Voilà ce qui va faire demain la valeur ajoutée d'un réfrigérateur. Sur la politique de prix, beaucoup de recherches qui étudient par exemple sur la marketplace d'Amazon, combien de fois par jour le prix d'un même produit va changer
et quel est l'impact de ces variations de prix sur, la visite sur cette page ou sur la demande, hein, tout simplement avec des algorithmes qui, en temps réel, parfois vont même faire de l'expérimentation pour comprendre l'élasticité de la demande par rapport au prix. Beaucoup de recherches assez passionnantes. En distribution, c'est le troisième P de placement. Les points de vente aujourd'hui, on le voit, se transforment assez massivement, reconnaissent parfois le consommateur qui va entrer dans un point de vente pour, vivre une expérience qui est différente d'un client à l'autre, hein. Amazon Go, hein, par exemple. Et puis sur le quatrième P, promotion, Roland Rust cite les premiers spots publicitaires qui sont créés ou co-créés avec des IA, en particulier l'exemple emblématique de Lexus, hein, dont une des campagnes de publicité récentes, dont le scénario a été en fait coécrit, co-imaginé par Watson d'IBM. Donc on voit que sur les 4 P historiques, hein, qui aujourd'hui ont 62 ans, la tech au sens très large et l'IA ont des impacts majeurs sur ce que McCarthy avait défini il y a 62 ans. Alors, on peut se demander, hein, so what? On en est où? Entre, le marketing transactionnel, le marketing relationnel, ces 4 P. En tant que professionnel du marketing, où en sommes-nous? Bah, finalement, il y a beaucoup de porosité, hein, entre ces grands, types de marketing, entre le marketing transactionnel, hein, l'application des 4 P finalement pour atterrer les clients, générer des transactions, hein, traiter de manière un peu isolée, un peu loin du client et puis le marketing relationnel où là, au cœur du marketing le relationnel, vous les avez les bases de données, vous avez le marketing de l'interaction, et bien entendu celui, autour des réseaux et de la valeur client. Donc on voit bien que le B2B emploie, est plus la pondération est plus forte sur la partie, relationnelle, et sur les FMCG, traditionnellement, une approche beaucoup plus transactionnelle, mais qui évolue, très, très rapidement sur les 4 dernières années, hein, notamment, au travers de ce qu'on appelle le brand retail. Hem, L'approche la plus répandue finalement, quel que soit le secteur, l'activité, le type de client, c'est une approche hybride qui combine à la fois du transactionnel et du relationnel. Donc les 4 P, ça reste certes une approche traditionnelle et parfois critiquée, mais très implantée et très utile pour les marketeurs, bien entendu avec beaucoup de porosité parce que mettre le client au cœur reste très important pour générer de la valeur. Alors on peut, finalement, pour conclure, alors d'habitude on ne cite que des auteurs, mais là on s'est autorisé dans ce reboot à s'amuser, à se dire si on avait nous à inventer les 4 P du marketing interactif, lesquels on inventerait? Eh ben, on inventerait les 4 suivants. Pour nous, les 4 P du marketing interactif, c'est la personnalisation, le people based, la privacy et la performance. Alors très rapidement, hein, je vais vous raconter ce qu'on entend par ces 4 P-là. Alors le P de la personnalisation, c'est bien sûr faire levier sur des données comportementales, pour proposer une offre adaptée et donc un contenu adapté aux besoins du consommateur et à ses préférences, pour favoriser la réciprocité, hein, éviter la réactance. Le people based, parce que les actions marketing, elles doivent être basées sur un historique de la relation dans son ensemble, hein, sur les différents canaux et en temps réel, le client au cœur de cette interaction. La privacy, bien entendu, hein, dans le marketing, digital, la privacy est au cœur, du système. La transparence pour aller au-delà de la compliance en matière de transparence, au-delà de RGPD, pour les Européens et permettre de redonner du contrôle aux consommateurs sur, leurs données. Et bien sûr, la performance parce que le marketing digital nous permet de mieux mesurer, de mettre en place des protocoles expérimentaux, par exemple, pour calculer l'incrémentalité des actions qu'on mène, c'est-à-dire l'effet réel des actions marketing, sur les ventes, hein, chose qu'on a beaucoup reproché aux pay classiques, avoir du mal à mesurer l'impact d'un changement, finalement sur une des dimensions. Donc voilà, ce serait, notre vision des 4 P du marketing digital et peut-être on pourra bientôt, citer un article, hein, que, on, a des chances d'écrire nous-mêmes, sur, ces sujets-là. Et enfin pour conclure, vous le savez, nous faisons toujours un let's reboot alors
Des 4P aux 7P, les services, hein, les entreprises B2B qui ont souligné la nécessité de développer des relations durables qui impliquent le client pour créer de la valeur, alors que les 4P, ils ont été conçus dans un contexte de mass marketing, hein, dans une démarche très transactionnelle. Bien entendu, le digital, une révolution pour les 4 P, hein. Internet, c'est instantané, global, interactif. Et quand les 4 P ont été conçus dans un contexte où le marketing était très descendant, le client très passif et finalement CEP, le destinataire des messages. Donc, les données générées permettent de faire évoluer le mix marketing et de personnaliser la relation. Et enfin, pour conclure, hein, parce que les 4 P ne sont pas encore à la retraite, mais il faut quand même penser aux nouveaux 4 P, hein, dans un contexte de maturité des marchés. Il faut construire des relations durables avec ses clients et donc miser sur la pertinence face aux attentes des clients, la personnalisation bien sûr de l'offre en anticipant les besoins. Il faut raconter une histoire cohérente, homogène sur tous les canaux que l'individu utilise et bien entendu respecter sa privacy, sa vie privée et en le faisant, mesurer l'impact réel des actions marketing sur la vente via en particulier la mesure de l'incrémentalité. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce podcast de notre 19e Marketing Reboot. Merci Grégoire. Merci beaucoup Isolis et merci à tous de nous écouter avec fidélité. À très bientôt pour d'autres aventures de podcast marketing. À bientôt.